dit, vous écoutez Célèbre de concert avec ONU Femmes, la campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Le sujet que nous proposons aujourd'hui, c'est sur le terrain des violences, avec deux invités qui ont accepté notre invitation. Ensemble, nous allons donc les saluer. Zaranty Soa, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de Perles Urbaines. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez des choses à nous dire sur les violences. Avec nous, Marie-Paul Blabli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste. De formation, professeur de droit et responsable aussi d'association. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons tout simplement rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on parle des violences faites aux femmes, beaucoup de personnes pensent que on n'est jamais contente les femmes, que l'on se plaint, qu'on met des soupçons là où il n'y en a pas. Et justement, aujourd'hui, Zaranty, vous avez accepté, et soyez-en remerciés, de témoigner. Vous avez la parole. Alors moi, je voulais témoigner à titre personnel. Pas pour défendre qui que ce soit, mais juste donner mon expérience, qui est très compliquée et pas facile à exprimer, dans le sens où la violence que j'ai subie, j'ai eu la violence psychologique et la violence physique. Première violence, ça commence petit à petit. On nous fait croire, enfin la personne avec qui on est nous fait croire que tout est beau, c'est un homme merveilleux. Le prince charmant. C'est pour ça que ce serait bien de faire un livre sur les princes charmants, mais pour les hommes, pour les enfants, pour un peu les éduquer aussi sur comment se comporter avec... Pour apprendre aux petits garçons à devenir des princes charmants. Oui, des vrais princes charmants. D'accord. Pas d'apparence. Oui. Parce qu'après, quand on se réveille, ça fait mal. Parce que soit on se réveille trop tard et on n'existe plus, parce que je veux dire que la personne est enterrée. Moi, j'ai de la chance, je suis encore là. Et la violence psychologique me tient énormément à cœur parce que ça commence par ça pour que ça se finisse après sur la violence physique. Oui. Et je pense que je vais laisser Marie-Paul... Allez-y Marie-Paul, vous êtes militante parce que là, je suis un peu désolée. La question des violences revient souvent à vous. Oui. Comment est-ce que vous identifiez la situation, l'urgence de la situation? Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui viennent? C'est un sujet assez délicat. Moi, je constate que le temps commence à faire son effet, dans la mesure où beaucoup, même les politiques, commencent à s'intéresser à ce sujet qui a été tabou pendant très 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 longtemps. Oui. Il faut savoir que c'est très évolutif parce que la société a montré que les femmes devaient se marier, on devait rester dans le couple. Je suis africaine d'origine. Quand j'étais petite en Afrique, je me souviens que c'était normal pour un homme de taper sa femme et que tout le monde trouvait normal. La femme la première. La femme la première, d'ailleurs, trouvait que c'était normal. Je me rappellerai d'une amie principalement camerounaise. Quand un jour j'avais un problème avec un petit ami à cette époque, il m'avait dit « Est-ce qu'il te bat ?» Et j'avais dit « Non, pourquoi ?» Elle dit « Ah non, mais s'il ne te bat pas, c'est qu'il ne t'aime pas. » Donc, vous voyez que aussi c'est quelque chose qui est dans les mœurs. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? J'ai été tellement surprise, peut-être parce que j'avais grandi en Europe. Je trouvais ça très étrange, mais je me suis rendu compte qu'effectivement, elle, c'était une normalité pour elle. De penser qu'un homme qui la cognait, c'était une preuve d'amour. Alors... si je lui répondais, mais non, un homme n'a pas besoin de te battre pour prouver son amour, elle estimait que j'étais devenue trop européenne. Oh, t'as trop été avec les Blancs. Voilà un peu. Sauf que les Blancs Sauf que les Blancs aussi battent leurs femmes. C'était votre cas. Mon premier mari est breton, est breton, et mon deuxième mari, ch'ti. Donc, tous des Français, tous des Blancs. Donc, voilà. pour dire que il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion ou quoi que ce soit. Si la personne... déjà, pour ma première expérience, c'était un pervers narcissique manipulateur qui ne se rendait pas compte de cette situation. Clairement, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, c'est quoi pervers narcissique manipulateur? C'est une personne qui va vous mettre en situation de dépendance et qui va vous faire croire, qui va faire croire à tout le monde que c'est une personne très bien, qui va très bien physiquement, toujours bien habillée, propre, qui va avoir une élocution superbe au niveau des gens, très polie. On a l'impression qu'il s'occupe très bien de sa maison, de ses enfants, de tout le monde. Et en fait, à la maison, c'est autre chose. En fait, c'est plus moi qui éduquais les enfants, c'est plus moi qui organisais un peu la maison et tout ça. Mais jusque-là, en tant que femme, ça n'est pas une normal, surprise. Ça paraît pour tout le monde normal. Mais quand on arrive à l'extérieur, pour les gens, c'est lui qui faisait tout ça. Et à la maison, quand on invitait les gens, il est
très gentil, très attentionné, très à l'écoute, et on se dit « Ah, mais c'est un homme merveilleux ». Alors, à quel moment, à partir de quel moment ça bascule? Qu'est-ce qui fait que... à quel moment il fait le caméléon? À quel moment devient-il Alors le bourreau? moi, pour le premier mari, ça s'est fait du jour au lendemain. La claque s'est fait du jour au lendemain, dans le sens où Après plus de combien dialogue. de temps? Après, on va dire, après le 4e enfant. Oui. 3e, 4e enfant, puisque au début, moi, je suis plus à discuter, à exprimer les choses, à dire voilà, il y a ça qui ne va pas, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre les choses. Ils sont toujours partants, hein. Ils sont toujours partants, mais tant qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'on m'a expliqué après quand j'ai fait un travail sur moi, tant qu'ils n'ont pas le déclic de leur situation, de leur vécu, parce qu'en fait, ils reproduisent ce qu'ils ont vécu. Parfois, ils sont conscients, parfois, ils ne le sont pas. Malheureusement pour moi, la personne qui était avec moi n'était pas conscient. Donc, même s'il faisait un travail sur lui, pour lui, ça ne fonctionnait pas parce il disait qu'il le faisait pour moi. Alors, mais pas pour lui. Nous allons y aller progressivement. Vous parliez de votre premier mari. Oui. Donc, il donne une première claque. Et qu'est-ce qu'il dit après la première claque? Non, ce n'est pas la claque qu'il m'a donnée. Lui, ça a été plutôt la violence psychologique. Ce qui veut dire que du jour au lendemain, vous allez voir une personne qui va rentrer. Vous lui faites un dîner. Vous faites coucher les enfants. Vous faites un dîner. Vous attendez qu'il soit content parce que rentrer du travail, il va être content de voir le repas fait. Normalement. En petite tenue, on va dire, pour voilà, aguicher un peu son mari et voilà, et qu'il ne le remarque même pas. Qui arrive ronchonnant, pas content, qui ne remarque même pas qu'il y a la table qui est faite avec des petites roses, de quoi faire plaisir, et pas content. Qui voit les épines mais pas les roses. Voilà. Donc ça commence par ça, donc bon, c'est pas grave, on mange. Hein, voilà. Et puis petit à petit, c'est des remarques désobligeantes sur la tenue, soit ah oui, mais pourquoi tu as dépensé ça et pas ça? Bon, au début, on se dit que bon, c'est un peu normal parce qu'il va faire attention. Enfin, c'est ce qu'ils nous font comprendre, que c'est normal parce qu'il faut faire attention aux finances. Bon, ok. Mais quand ils vous demandent une fois, 2 fois, 3 fois, au fur et à mesure des années, qu'il veut démissionner parce qu'il n'est pas bien dans son travail, donc on dit bon, bah ok. Pas de souci, on va assumer. Et puis en fin de compte, on se retrouve quand même à assumer tout seul. Et puis il continue à... quand, par exemple, vous avez envie de créer votre entreprise, il continue à vous dire « bah non, mais ça ne marchera pas, puisque de toute façon, ça existe déjà ». Donc au début, on se dit « bon, il dit ça, il n'a peut-être pas tort non plus ». Il ne vous encourage pas, en fait. Il n'y a pas d'encouragement. Et puis, il n'y a que, du matin au soir, des critiques, désobligeantes, méprisantes, qui blessent. Mais à ce moment-là, comme on ne comprend pas et qu'en même temps, la personne fait croire que c'est pour le bien de la famille... Bon, au début, on a l'impression que c'est vrai. Mais le pire, je pense pour moi, par rapport à mon premier mari, oui, c'est quand un jour, il a décidé de ne plus m'adresser la parole. Vous rentrez chez vous, vous êtes avec les enfants, il s'assoit sur un canapé, il vous fixe. Pendant combien de temps? Ça peut durer 2-3 mois. Il fait le mort? Oui, mais il vous fixe. Vous ne savez pas ce qu'il pense, vous lui parlez, il ne vous parle pas. On est complètement déstabilisé. Marie-Paul. Oui, effectivement, moi personnellement, je n'ai pas vécu ça, mais je me suis intéressée au sujet parce qu'effectivement, mon entourage, beaucoup de femmes ont vécu. Effectivement, comme Zari le dit très très bien, ça ne commence pas tout de suite par une paire de claques. Hein. Effectivement, c'est un travail déjà psychologique. Donc, on vous rabaisse d'abord. Si vous prenez le cas d'une femme qui est rentrée dans un mariage à 18 ans, il vous éloigne progressivement de tout le monde, de la famille, de tous ceux qui peuvent peut-être vous dire « fais attention ». Donc, il y a un moment, vous ne vivez que par lui, que pour lui et qu'avec lui. Donc, une fois que vous êtes arrivé à ce stade-là, le travail maintenant commence. Alors, tu vas déposer les enfants, tu dois prendre 30 minutes. Tu reviens, tu as 1 minute de retard, il y a un problème. La nourriture n'est pas assez bonne. Mais tu ne sers à rien. Mais tu ne sais rien faire. Tu es bonne à rien. Mais tu es grosse. Regarde-toi. Mais tu es grosse. Mais tu es ceci. Et c'est tout le temps comme ça. Et mon ami qui avait vraiment vécu ça, c'était même la conduite. Apprendre à conduire. Même conduire, tu ne sais même pas le faire. Mais tu sers à quoi? Donc, la dévalorisation. Ça commence comme ça. Et donc, parfois, la femme... Parfois, c'est plus fin que ça. Voilà. Dans le sens, on ne te le dit pas, mais on te le fait comprendre. On te fait comprendre. Et donc, effectivement, vous savez, c'est tellement facile. Vous dites à quelqu'un qui ne vaut rien pendant des années, qu'il soit aussi fort, il finit par croire qu'il ne vaut rien. En parlant de famille, excusez-moi Lady, mais en parlant de famille, juste une chose. Oui.
ou qui a été très dur pour moi, c'est que quand le divorce a été prononcé avec le premier, pour vous montrer à quel point il était très fort, moi j'étais très proche de ma famille. Toutes les familles, hein, ils ont des difficultés, mais j'étais très proche de ma famille. Et vous trouvez normal que votre ex-mari, qui a toujours son père et sa mère, vit chez votre mère, avec vos frères. Chez votre mère à vous? Oui. Et qu'à cause de lui, parce que justement vous ne comprenez pas pourquoi il vit chez votre mère, vous essayez de comprendre auprès de votre famille qu'est-ce qui se passe. Et votre mère vous dit? Ne dit rien. Elle accepte tout simplement. Pour lui, c'est lui le fils. Le fils prodigue, c'est lui qui est devenu le fils prodigue. Moi, j'étais devenue rien. Et peut-être que vous n'êtes tellement pas digne de votre mère que vous n'avez pas pu garder le mari. Et puis même, je ne devais pas divorcer. On avait 5 enfants, donc je ne devais pas divorcer. Je devais accepter. Et le pire, c'est que mon frère, qui était après moi, l'a tellement défendu qu'il m'a agressée. Physiquement. Et qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Alors, nous allons donner la parole à un homme. Nous étions en rencontre avec Africa Femmes Performantes, qui est une organisation qui, comme son nom l'indique, pousse les femmes à devenir performantes. Sauf qu'il y a des hommes aussi qui contribuent à cette dynamique. Nous allons là donner la parole à M. Sékou Kaba Cissé, chef de planification au ministère de la Promotion de la Femme au Mali. On l'écoute. Africa Femmes Performantes, pour participer au 7e congrès à Paris, qui parle de congrès d'Africa Femmes Performantes, pas des préoccupations des femmes, pas de la promotion de la femme. Cela fait partie de ma mission. Donc, sachant bien que vraiment nous devons participer à la promotion de la femme, donc je suis venu à Paris pour participer à ce congrès, également pour prendre en charge les préoccupations des femmes. Je suis convaincu que quand on aide les femmes, comme selon même une idée originale d'Africa Femmes Performantes, les femmes agissent, le monde change. Donc je crois vraiment au changement du monde à travers les actions de la femme. Je suis le porte-parole des femmes, toujours je l'ai été. En tout cas pour pouvoir aider les femmes, parce que les femmes toutes seules, il faudrait vraiment l'appui, comme on le dit, la masculinité veut que vraiment il faut toujours accompagner les femmes dans leur action et elles pourront mieux faire. Le combat est certes difficile, mais on y parviendra. Les femmes sont toujours là à nos côtés, notamment dans la gestion des familles. Et on voit que souvent, quand on n'a pas d'argent, les femmes elles nous aident très souvent quand elles ont de l'argent. Dans la prise en charge aussi de la santé des enfants, elles sont là tout le temps. Donc en aidant les femmes, je pense très bien qu'on s'aide soi-même d'abord, nous les hommes. Puisque vraiment, elles s'occupent de nous, les hommes, en tant que père de famille, des enfants. Et elles contribuent à l'économie et au bien-être de la famille. Donc en aidant une femme, on sait qu'on s'aide soi-même. Parce qu'il y a certains hommes qui disent que quand la femme elle a plus d'argent que l'homme, peut-être que c'est la suprématie, c'est la domination. Elle n'est plus, comme vous l'avez dit, elle n'est plus canalisable. Mais moi, je pense que ça, c'est trop imaginé et c'est trop pensé. Je crois qu'on n'est pas plus supérieur que la femme, entre guillemets, je l'ai dit. Je crois que la femme, c'est notre moitié. Donc, c'est notre sœur avant tout, notre maman. Donc, aider une femme, vraiment, c'est s'aider soi-même. Moi, je ne cesserai de le dire, hein, parce que j'ai même fait une conférence, je suis en train de préparer une conférence sur les violences conjugales. Parce qu'à Bamako, je parle bien sûr de Bamako, les violences conjugales prennent de plus en plus de l'ampleur à Bamako. Il y a même une femme qui a été égorgée par son mari. Donc c'est des comportements qui laissent à désirer et qui sont horribles. Et je suis là tous les jours à sensibiliser les hommes. Et je suis en train de préparer une conférence en la matière pour vraiment lutter contre ces violences-là. Donc moi j'interpelle tous les hommes pour pouvoir... en tout cas, nos femmes n'est pas... nos femmes n'est pas nos ennemis. Hein. Vraiment, elles sont là, ce sont nos partenaires, nos sœurs. Donc il faudra vraiment partir avec elles, il faut les aider pour pouvoir vraiment assurer notre propre épanouissement. Une femme en tant que telle, franchement, c'est une sœur, une mère. Donc je pense bien qu'il faudra aider les femmes. C'est pour notre bien-être, parce qu'une femme toujours aide son mari. Hein. Ça, j'en suis convaincu.
Nous remercions M. Sékou Kabassissé. C'était donc lors du 7e congrès de Africa Femmes Performantes. Je rappelle, si vous prenez cette émission en retard, que nous sommes en plein dans la campagne 16 jours d'activisme organisée par ONU Femmes contre les violences faites aux femmes. C'est au Sénégal, mais c'est partout dans le monde. Commentaire? Effectivement, il le dit très bien. Les femmes sont nos mères, les femmes sont les épouses. Elles sont tout, seulement c'est que beaucoup de femmes considèrent qu'une femme est une chose. Et une chose qui leur appartient, malheureusement. Beaucoup d'hommes, excusez-moi. Oui. Beaucoup d'hommes le considèrent, malheureusement, encore aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que des femmes peuvent avoir un très bon poste. Et c'est ce qui est surprenant dans les femmes battues. Une femme peut avoir un très bon poste, une cadre, et qui rentre chez elle et qui est, excusez-moi, mais c'est le mot adéquat, tabassée copieusement chez elle. Et bien, très très bien. Ou bien c'est la femme du médecin, de l'avocat, qui a une très bonne situation et qui va sortir tous les jours avec... Et du 16e, parce que je parle du Paris, c'est des beaux quartiers, et qui sort avec sa paire de lunettes tout le temps, parce qu'effectivement, il y a eu le coup de la porte. Je me suis cognée à la porte, et très bien maquillée. Alors, quand on parle des violences faites aux femmes, ça n'est pas que le mari, vous en avez donné l'exemple, c'est les violences domestiques, c'est les violences familiales. Oui. Toute la famille comprend qu'une femme, la petite sœur, l'épouse, on peut taper dessus. Il y a ça, et puis quand l'autre a réussi, comme elle disait très bien, à nous retirer de tout l'entourage qu'on a amical, amical, familial, parce qu'il a quand même réussi à faire croire que je montais mes enfants contre lui, que je voulais reproduire ce que j'avais vécu, ce qui veut dire que moi, je n'ai jamais vécu avec mon père. Donc, que pour lui, c'est ce que j'étais en train de faire. Et quand vous apprenez par votre aîné, même les plus petits, qui rentrent à la maison après les droits de visite, en disant il a fait venir mamie, côté maternel, chez ses parents, pour vous dénigrer, pour dire des choses horribles, et que votre fille a dit « j'ai voulu partir, on ne m'a pas laissé partir », et que là, on rentre dans un cercle où on ne sait plus quoi faire, on tape les portes, parce que là, il parle d'associations, mais il y a des associations, on peut taper plein de portes d'associations, mais pas toutes les associations apportent vraiment l'aide qu'il faut. Alors, qu'est-ce que vous attendez, vous, à ce moment-là? Quand on est dans une telle situation, c'est important peut-être d'entendre aussi les attentes des personnes qui vivent ces situations. Qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là, précisément? À ce moment-là, c'est pas facile. Tout dépend du caractère de la personne. Moi, je suis d'une nature à ne pas rester dans la défaite et aller de l'avant. Donc, tout ce que j'ai vécu, c'est ce que je lui disais justement en arrivant. Je lui expliquais que c'est en faisant une thérapie, plusieurs thérapies, qu'on m'a fait comprendre que j'étais une victime. Je n'ai jamais accepté d'être une victime. Et au moment où on m'a fait comprendre que j'étais une victime et que j'ai commencé à avoir le déclic, là, autour de moi, tout s'est effondré. Je me suis dit, comment j'ai fait pour accepter tout ça? Comment j'ai fait pour devenir victime, moi si forte d'habitude? Oui, mais surtout d'accepter. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Rien que pour mon deuxième mari, il était alcoolique. On va parler du deuxième mari. Après, le commentaire sur ce que disait monsieur. Le fait qu'un homme soit engagé en faveur des femmes, des droits des femmes, est-ce que cela vous interpelle? Moi, ça m'interpelle. Ça veut dire qu'effectivement... Et là, on est en Afrique. On est en Afrique. Justement, c'est ce que j'allais préciser. Effectivement, certains hommes, effectivement, pour moi, ça comprend que leur père exagère. Et qu'effectivement, il faut une lutte commune. Quand certains hommes peut-être parleront aux hommes, peut-être qu'ils comprendront. Pour rebondir un peu sur le sujet de Zari, je veux dire que, effectivement, comme ça a été tabou pendant longtemps, très 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 longtemps, certaines femmes ont commencé à le dire et n'ont pas reçu l'aide adéquate. La première chose, quand on souffre, on court, on va vers qui? La famille. On part vers maman, papa et les frères et les sœurs. Et si papa, maman semblent être du côté Exactement, du bourreau. Et c'est très souvent comme ça, malheureusement, où on vous dit tout simplement, mais si on a des valeurs religieuses, mais tu es chrétienne, mais tu pries, il va changer. Ce qui n'est pas faux, ça dit en voilà. Seulement, c'est que quelqu'un ne change que lorsqu'il prend conscience qu'il a un problème. Alors, parlons du deuxième mari. Alors, le deuxième mari, un peu près le même visage. À quel moment vous rendez-vous compte, à quel moment décelez-vous, discernez-vous qu'il est
exactement en train de reproduire ce qu'avait fait le premier mari. En fait, je ne m'en suis jamais rendu compte jusqu'au jour où il m'a balancé mon ordinateur portable sur les genoux, où j'ai reçu une bonne décharge électrique. Et comme je suis noire, on ne voit pas de traces. Donc aller porter plainte, aller porter plainte ne servait à rien. J'avais un médecin qui me suivait, donc je lui ai expliqué. De toute façon, elle m'a vu, elle m'a dit « Mais vous avez l'air terrorisé, vous n'avez pas l'air bien, vous êtes d'une nature souriante. Là, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. » Donc je lui ai expliqué. Et elle m'a dit « Vous savez, il y a des associations qui existent. Vous pouvez aller au commissariat quand même porter plainte, même si vous n'avez pas de traces. Mais après l'expérience d'avant, sachant que j'ai exprimé les menaces, ainsi de suite et tout ça, que ça n'a pas été pris. Parce que vous savez qu'au commissariat, quand on va porter plainte, ça dépend sur qui on tombe. Il y a des gens qui sont très performants, très professionnels, et d'autres, on se demande qu'est-ce qu'ils font là. On se demande même, je pense qu'il faudrait même les former et les mettre sur le terrain des associations justement de violences faites aux femmes, parce que pour eux, c'était une mésentente entre couples. Et que ça peut s'arranger. Et en plus, on nous demande de venir entre 9h et 17h, comme si on pouvait être violenté entre 9h et 17h. Donc déjà là, on est déstabilisé parce qu'on se dit, bon voilà, il y a une souffrance qui est là. C'est après le travail, c'est après les heures de bureau. Voilà, et on n'est pas prêt à nous écouter. En fait, au moment où ça se passe, on ne peut pas sortir de chez soi le soir pour aller vers un commissariat, on ne sera pas entendu? Non. On ne reçoit pas votre plainte? C'est très compliqué. Dans le 93, ils ont mis en place beaucoup de choses qui fonctionnent, mais dans les autres villes, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, on ne nous entend pas. Et encore pire quand ça concerne la police. Je ne dis pas tous les policiers, pas tous les commissariats. Moi, vous vous rendez compte qu'un policier s'est permis de mettre dans mon dossier une motion disant qu'il ne me recevra plus dans son commissariat. Et pour quelle raison? Parce que comme j'ai vu qu'il n'entendait pas ce que je lui disais, j'étais en larmes. J'ai craqué, j'étais en larmes. Je suis sortie de là en larmes. Et pour lui, il estimait que c'est moi qui n'allais pas. Encore pire, autre chose, quand on n'a pas les moyens d'avoir un avocat, on va faire une demande d'aide juridictionnelle, ce qui était mon cas. Et qu'on tombe sur des avocats ou des avocates qui ne connaissent pas le sujet et qui vous disent « Mais madame, allez vous soigner, allez voir quelqu'un. » Et vous lui dites « Mais j'ai déjà vu quelqu'un, je vais très bien aujourd'hui. » C'est lui qui doit aller soigner. Alors, on voit à l'écran, brisons le silence, dans ces slogans comme cela dans le cadre de cette campagne 16 jours d'activisme. Il y a plusieurs messages. Est-ce que c'est facile de briser le silence? Comment peut-on briser le silence de quelque chose dont on a honte? Mais on a honte d'être battu. Ou qu'on ne comprend pas. Et qu'on ne comprend pas, d'ailleurs. Et quand on vous a fait croire que si on vous tape, c'est parce que c'est votre faute. Vous n'avez pas fait ceci. Donc, vous vous dites, demain, je vais faire comme ça. Et on vous tape encore. Ah, mais peut-être que c'est ma faute. En fait, c'est de la psychologie. Alors, comment s'en sortir? Parce qu'il faut quand même trouver une issue. Il y a un déclic pour certaines. Il y a un déclic qui partent porter plainte. Mais ce sont des mains courantes qui, souvent, après, elles ne vont pas jusqu'au bout. Certaines ont la force de partir et vont dans les associations. Le mari revient les chercher. Elles repartent. Elles repartent pourquoi? Tout simplement parce que souvent, on joue beaucoup sur les enfants. Mes deux amis, l'homme, pour qu'elle sorte, gardait un enfant. Elle en avait deux. Il gardait un enfant. Il a laissé partir avec elle, sachant qu'une femme reviendra toujours pour l'enfant. Ensuite, tout simplement, elle pense que peut-être qu'il m'a tellement dit qu'il va changer. Parce que je peux vous dire que et c'est vraiment, toutes les histoires sont concordantes, Lady. Elles disent tous que quand ils vous demandent pardon, vous ne pouvez pas croire que cet homme est capable encore de... C'est la 40e lune voilà, de miel. c'est certain. Bah oui, parce qu'ils sont beaucoup plus tendres. Ils sont charmants. Beaucoup plus, voilà. Et vous êtes certains, gentils, ils sont capables. Dans ces moments-là, quand ils veulent aboutir au fait que vous ne devez pas divorcer parce que vous êtes leur objet, oui, j'ai tenu 12 ans pour ça. En y croyant. Parce qu'aujourd'hui, c'est pardon, excuse-moi, j'ai compris, tu as raison, ça ne va pas recommencer. Je vais aller me soigner. Mais ils ne le font pas. Alors, revenons sur votre frère tout de même. Que vous dit-il avec du recul aujourd'hui? J'ai de la chance, on a repris les liens. En fait, la chance dans le sens où, en fait, il fallait qu'il se passe ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps sur les attentats, les fusillades. Il a pris des nouvelles, enfin, toute ma famille a pris des nouvelles à travers mes enfants. Et mes enfants leur ont dit, mais ce serait bien que vous lui envoyiez un message à elle directement. Nous, on va bien, mais ce serait bien que vous lui envoyiez un message directement. Car depuis le premier divorce, ils avaient vraiment coupé les ponts. Oui, parce que déjà, j'ai porté plainte contre mon frère, ils ne l'ont pas apprécié.
Ils ont voulu que je retire la plainte. J'ai dit non, je ne retirerai pas. Votre frère est-il marié? Oui, il est marié. Est-il un homme qui bat sa femme par ailleurs? Il y a une rumeur, mais je ne sais pas. Bon, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il Exactement. a pu battre sa sœur, Voilà. vous pensez bien à sa femme, qui lui appartient. Il y avait une rumeur, mais je ne l'ai jamais vue. Donc On ne le lui souhaite pas, alors soyons cléments. Donc je peux pas, là-dessus, je ne pourrais pas dire quoi que ce soit. Mais me concernant, je peux. Alors, Donc, voilà. à peine une minute pour finir ce programme. Je le rappelle, nos téléspectateurs, restez bien sur Lady vous écoute. Nous avons 16 jours de cette campagne contre les violences faites aux femmes, organisée, je le rappelle, par ONU Femmes, notamment ONU Femmes au Sénégal, avec la participation, et nous saluons bien Bantou qui est au front de cet accompagnement-là. Quel est le mot que vous auriez envie de dire à celles des femmes qui vous écoutent aujourd'hui, Zarianti? Moi, je veux juste revenir sur un truc et puis après, je vous réponds à ça. Il ne faut pas oublier aussi que dans la violence faite aux femmes, il y a aussi l'excuse de l'alcool. Ça, c'est ce que j'ai vécu en deuxième mariage, Car il était il alcoolique. buvait, Oui. il me trompait, il y a eu la totale et tout était de ma faute. C'était à cause de moi qu'il buvait, c'était à cause de moi tout. Et moi, quand je lui disais d'aller se soigner, il disait oui, qu'il allait le faire, mais il ne l'a jamais fait. Et donc, on est culpabilisé de tout. Et alors, le fait qu'ils boivent, c'est ce qui produisait Pour lui, qu'il était violent en votre endroit. c'était de ma faute qu'il buvait parce que je n'étais pas bien. Enfin, c'est moi qui ne suis pas normale parce que l'alcool, pour lui, c'est culturel. C'est ça, c'est culturel. Alors, juste un point. Après l'épisode de l'ordinateur, y a-t-il eu d'autres violences physiques? Physique, non, parce que le jour où il a fait ça, je dis tu ne me toucheras plus jamais. C'est la première et dernière fois que je pose le divorce. Alors, le mot de la fin. Le mot de la fin pour moi, Juste c'est pour dire finir. à ces femmes qu'elles sont capables. C'est vrai qu'elles ont du mal à le croire, elles sont capables. Et il y a aujourd'hui, même au niveau politique, beaucoup d'aides qui sont mises en place, énormément d'aides, et que si elles veulent se faire aider, vraiment, il y a des moyens de les aider. Et on est là pour les écouter. Il faut aller vers Et les il faut aller associations. vers les associations et le faire. Excusez-moi, je dirais juste une chose. À toutes celles à qui ça arrive, ne fermez pas la porte. Prenez la parole. Parlez. Brisons le silence. C'est comme ça que ça peut qu'avancer. Nous finissons dessus. Brisons le silence. Merci véritablement, Zarianti, d'avoir accepté de partager ce témoignage pénible. Certainement, on peut le comprendre avec nous. Merci à vous. Très bon courage à toutes les femmes. À demain. Au revoir.